Là. On va commencer, si vous le voulez bien, par ce qui concerne au plus près les Français. Cet appel à la grève reconductible lancé par la CGT Cheminots et Sudrail dès la mi-février. Margot Faudéré d'Europe 1, expliquez-nous ce qui est prévu exactement en termes de perturbations. Alors ce qu'on peut dire, Laurence, c'est que la CGT Cheminots et Sudrail menacent de mener une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. Alors il s'agirait de grèves menées par période de 24 heures avec un premier mouvement les 7 et 8 février prochains. À cette date-là, les vacances scolaires auront déjà commencé, notamment à Bordeaux ou à Lyon. À noter que la CGT, elle, poussait plutôt pour le week-end du 4 et 5 février, premier week-end des vacances scolaires. Finalement, ça n'a pas été retenu. Et puis ensuite, pour la période de mi-février, cela correspondra au début des vacances, notamment à Paris ou à Toulouse. Entre-temps, rappelons-le, le 31 janvier aura lieu la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à l'appel de tous les syndicats, après celle qui a été suivie par plus d'1 million de manifestants partout en France jeudi dernier. Et ce jour-là, rappelez-vous, le trafic avait été très perturbé sur l'ensemble des lignes, avec seulement un TGV sur 5 sur l'Est Atlantique, un TER sur 10 et aucun intercité. Merci beaucoup pour ces explications, Margot Faudéré. Fabien Fildieu, c'est quoi le but en fait ? Pour une journée, le 19 janvier, les gens s'étaient arrangés, s'étaient débrouillés, ils avaient prévu que le trafic serait bloqué. Là, on part sur un mouvement reconductible, c'est-à-dire pour créer un maximum de perturbations sur la durée. Le but, c'est de gagner. Voilà. Et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. Même si c'est important qu'il y ait du monde dans la rue, même si c'est important que les salariés du public et du privé viennent, se mettent en grève. Mais on a un gouvernement qui n'écoutera pas. Si ce rapport de force se limite à ça, j'ai peur qu'il ne recule pas sur cette réforme des retraites. Donc il faut un peu monter en pression. Et du coup, c'est le sens de l'action du 31, où on proposera le 31 aux cheminots en Assemblée Générale de se mettre en grève sur 2 jours. Donc on crante un petit peu. Donc 7-8 février, ça ? Voilà, le 7 et le 8. Vous avez fait exprès parce que c'est les vacances scolaires ou pas ? Pas du tout. Par contre, peut-être que le gouvernement a fait exprès de passer sa loi. Voilà. Et par ailleurs, il y a d'autres secteurs professionnels qui parlent de ces dates. Voilà. Parce que les cheminots tout seuls, si c'est une grève de cheminots, voilà, on plie le game et puis on a perdu. Voilà, le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent. Il y a l'énergie qui parle déjà de ces dates. Il y a les raffineurs qui parlent de ces dates. Mais c'est ni une question de cheminots, ni de raffineurs, ni d'énergie. C'est une question qui concerne tout le monde. Donc il doit y avoir d'autres secteurs professionnels qui viennent le 7 et le 8. Et s'il y a du monde en Assemblée Générale, s'il y a des grévistes, et si effectivement il y a la volonté d'aller plus loin, nous, on proposera la grève reconductible. Alors, à partir de jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Combien de temps ? C'est quoi le maximum ? Jusqu'à la victoire. Voilà, après... Vous savez, les grèves. Vous dire que le gouvernement ne retirera pas son projet ? Si on se contente de faire uniquement des journées saute-mouton, ça, j'ai peur du résultat. Par contre, si effectivement on crante en termes de mobilisation, je pense qu'on peut gagner. Et par ailleurs, vous savez, les grèves, surtout les grèves reconductibles, c'est pas une partie de plaisir. Voilà. Moi, la dernière fois que j'ai fait... Pour les usagers non plus, M. Villieu, vous le savez. C'est vrai, mais vous savez, les usagers nous soutiennent, parce que les usagers... oui, mais jusqu'à un certain point. Les usagers, on verra. Regardez, de toute façon, il y a un usager qui bondit en face de vous. Alors, attendez, on va terminer, M. Villieu, puis je passe la parole à Éric Revel. Ça fait pas les usagers. Peut-être vous êtes usagers qui nous soutiennent. Voilà. Mais par ailleurs, les usagers, c'est aussi des gens qui n'ont pas envie de partir à 64 ans. Voilà. Parce que ne pas avoir son train, c'est une galère, ça je le conçois. Par contre, partir à 64 ans, ça c'est la vraie galère. Alors, Éric Revel, peut-être, vous vouliez réagir moi, et après Louis. J'écoute toujours avec vraiment beaucoup d'attention M. Villedieu, parce que je trouve que sous la casquette, il y a un visage angélique, il y a des mots tranquilles, vous usez de belles métaphores, enfin, ça va un peu gêner, mais en fait, non, pas du tout. Là, c'est la loi syndicale de l'emmerdement maximum, là, parce que les Français vont prendre leurs vacances. Bon, il y a des salariés, il y a des gens qui seront peut-être même contre la réforme. Et en réalité, ils vont être, Laurence Ferrari a utilisé le mot tout à l'heure, ils vont être pris en otage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je vous dis même pas le boxon que c'est déjà pour se faire rembourser ces billets de la grève précédente. Il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à se faire rembourser. Alors, vous ne parlez même pas du 19 janvier. Hein. Non. Vous parlez du mois de décembre. Ouais, du mois de décembre. Donc, si vous voulez, en réalité, ces gens qui mettent de l'argent sur la SNCF pour essayer d'avoir quelques jours de repos, en réalité, même depuis décembre, ils n'arrivent déjà pas à se faire rembourser. En fait, ça ne fonctionne pas. Celle de janvier, là, du 19, j'ose même pas regarder dans le détail. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... La loi de l'emmerdement maximum, mais oui, parce qu'en réalité, Éric Revel vient de vous poser la question. Elle est un peu longue, sa question. Allez-y, monsieur Villieu. Mais en réalité, c'est comme ça que les gens le sentent. Oui, alors, allez-y. Mais après, il faut peser qu'est-ce qui est plus emmerdant. Est-ce que, franchement, les vacances de février, dans 6 mois, plus personne n'en parle.
Bah, à la limite, tu as fait des photos, c'est sympa, tu regardes. Par contre, la retraite à 64 ans, une fois que c'est passé, t'en parles et t'en parles tous les jours. Et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui doivent se dire, bah peut-être qu'effectivement, j'ai pas eu mon train, mais si j'ai gagné, j'ai gagné la possibilité de partir 2 ans. Juste finir ma phrase. Laissez-le partir 2 terminer. ans plus tôt. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de partir 2 ans plus tôt. Mais c'est un coût, hein. Bah, c'est un coup, oui, c'est un mais coup, hein. attendez, Ça a pas de prix, mais c'est un coup. Hein. Et nous, on le subit, hein. On le subit, hein. Si vous m'interrogez, je vous dirais ce que je pense sur le fond de cette retraite, et je le dis à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment pas le moment, vu le contexte social, et on s'est dit une fois. Mais on est d'accord. Mais franchement, je vais vous dire, qui se souvient qu'en 2010, il y a eu à peu près autant de monde dans la rue? Et qui se souvient que ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de faire passer l'âge du départ de la retraite de 60-62 ans? 2 ans en plus. Qui s'en souvient? Vous? Alors, je pense qu'il y a des victoires différées. Je vous le dis. Voilà. Effectivement, on n'a pas gagné sur la réforme de 2010. La preuve, on est passé à 62 ans. Par contre, il y a aujourd'hui, tous les politiques savent que quand ils font une réforme des retraites, il y a un coût à payer. Voilà. Et ça, c'est unique au monde. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, ça passe crème. Voilà. Et bien aujourd'hui, grâce à ça, c'est parce que justement il y a un coût à payer. Je finis mon raisonnement. C'est grâce à ça qu'on part en moyenne à la retraite entre 4 et 5 ans de moins que les autres pays européens. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Moi, je suis fier qu'on puisse partir plus tôt, qu'on puisse profiter de la retraite, qu'on puisse partir à la retraite sans forcément être malade, voire certains même les pieds devant. Eh ben, je suis fier de ça. Pourquoi le progrès, pourquoi l'avenir, ça serait de partir à 67, 70 ? Franchement, il y a plein de gens qui, à 62, eh ben, ils vont bosser dans les associations, ils vont s'occuper des petits-enfants, ils vont peut-être ne rien faire, eh ben, ils en ont chié toute leur vie. Eh ben, c'est super qu'ils puissent partir à 62 ans. Ça n'a pas de prix. Et moi, je vais mouiller ma chemise. Je vais vous le dire, je vais mouiller ma chemise comme un dingue. Parce que la retraite, c'est pas que ma question à moi. C'est la question de tout le monde, de mes enfants, de mes filles. Moi, c'est un truc de dingue, c'est qu'on nous dit « Ouais, mais toi, tu seras pas trop touché. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit ? C'est pas la réalité. Parce que t'es pas trop touché, parce que soi-disant tu serais pas trop touché, tu devrais laisser à l'avenir à tes gosses, à mes propres filles. Donc je veux, moi, un avenir super, et je veux qu'elles aient une belle retraite. Et ben je devrais dire, ah bah je suis pas trop touché, ouf, je suis passé entre les gouttes, donc tant pis pour eux, tant pis pour mes propres gosses. Et ben non, pas tant pis pour mes propres gosses, pas tant pis pour ma femme, pas tant pis pour les contractuels, pas tant pis pour tout le monde. On se battra et on verra qui gagnera à la fin. On va écouter quelques usagers dans les gares qui, évidemment, voient se profiler de très grosses perturbations pour eux. Écoutez-les. Franchement, c'est pas terrible. Nous, on est en études à Paris, donc on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous et même pour ceux qui travaillent à Paris, donc pas terrible. Ça va pénaliser encore les passagers et ça fait des problèmes au niveau du travail et puis l'économie en général. Bah, écoutez, c'est la loi de l'emmerde, hein, mais il faudra voir à terme. Soit je peux télétravailler, mais ça s'annonce très compliqué, soit j'ai pas trop de solutions en fait. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bon voilà, pas de solution pour ces travailleurs. Fabien Villedieu de Sudrail, vous assumez évidemment les conséquences de cette grève et c'est même pas l'inconfort, c'est l'impact sur le travail de milliers de... Non, mais l'impact sur le travail de milliers de Français. Bah écoutez, on n'a pas le choix. Voilà, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste le fait d'accepter cette réforme. Les manifestations peut-être ? Les manifestations, sauf qu'encore une fois, les manifestations, elles sont importantes, elles sont essentielles. J'invite les gens à y participer. Mais on sait que ça ne suffira pas. Donc à partir de là, mais pourquoi il nous impose ça ? Pourquoi le gouvernement nous impose ça ? On commence par ça. Vous parliez aussi de l'énergie. On est avec Nicolas Meillan. Qu'est-ce qui pourrait se mettre... Quel secteur de l'énergie peuvent se mettre en grève, Nicolas Meillan ? Qu'est-ce qui peut être le plus pénalisant pour les usagers ? Moi, j'ai entendu parler des gens qui s'occupent des raffineries, parce que je rappelle qu'en France, on a à peu près 150 personnes qui peuvent bloquer toutes les raffineries. Et donc, ce cas-là, on peut revivre ce qu'on a vécu en octobre. Sur les pénuries de carburant ? Sur les pénuries de carburant, oui. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement parce que non seulement on peut avoir ces grèves, mais en plus, nous-mêmes, nous avons choisi de nous passer de notre principal fournisseur de diesel, qui s'appelle la Russie, et donc accessoirement aussi de son pétrole. Donc si on rajoute, les contraintes qu'on s'impose tout seul et les contraintes qu'on pourra avoir en plus avec les grévistes,
Les contraintes qu'on s'impose tout seul, accessoirement, il y a une guerre en Ukraine et il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie. C'est des décisions que nous avons. Que nous avons choisies. Voilà, on est d'accord. C'est notre choix. Dans l'énergie, Monsieur Villedieu, vous parliez aussi de débrayage dans l'énergie, c'est-à-dire chez EDF, dans ces sociétés. Donc en fait, là, c'est vrai que depuis quelques temps, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence pour savoir qui va partir. Voilà, et partir en grève, pourquoi pas en grève reconductible. Donc là, il y a effectivement des dates qui ont été autour du 7, 8, on parle du 9, voilà, qui ont été proposées par l'énergie, par les raffineurs. Le 26 janvier, même dans 2 jours, voilà. Dans les centrales EDF, 5 sur 18 quand même. Et le 26, donc le but, voilà, c'est que tous ces secteurs, parce que si effectivement les cheminots partent tout seuls, on ne gagnera pas. Mais y compris si les raffineurs partent tout seuls, ils ne gagneront pas. Par contre, s'il y a les raffineurs, les transports, plusieurs secteurs, et moi, la loi de l'emmerdement, c'est aussi que ça soit, plus la grève sera forte, plus elle aura d'impact et plus elle sera courte. C'est ça qu'il faut entendre. Si vraiment on arrive à bloquer, parce qu'on n'a pas le choix de bloquer. C'est ça le but c'est de bloquer la France. Mais qu'on bloque pas longtemps. Voilà. Et comme ça, le gouvernement reviendra à la raison, se dira effectivement, j'ai d'autres problèmes, comme l'inflation, comme la crise énergétique, parce qu'aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est comment certains vont payer leurs factures, les particuliers, mais y compris les entreprises. Les petites entreprises, elles ont des factures qui augmentent de 2, 3, 4. Voilà. Donc, on règle d'abord ces problèmes-là, plutôt que se rajouter une crise sociale, alors qu'en fait, finalement... Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le président du corps qui l'a dit dans une commission, qui a dit que de toute façon, les dépenses, elles n'explosent pas. À peu près, elles stagnent dans le PIB. Par contre, on a un problème de ressources. Et ben, on trouve des ressources. Alors, Louis, vous nous précisez quoi sur les arrêts de centrales, c'est ça ? Il était question d'arrêt de 5 centrales EDF, de 5 réacteurs, après-demain. Voilà, donc on attend la confirmation. Enfin, on attend. Là, on n'est pas en train de l'espérer, mais la confirmation. Non, je peux simplement répondre à mon voisin de gauche. L'arrêt de ces centrales, en fait, si vous voulez, pour les particuliers. On peut avoir des baisses de réacteurs ou des arrêts de réacteurs, mais RTE a le pouvoir de réquisitionner l'électricité quoi qu'il arrive. Donc c'est pas comme sur le carburant, c'est-à-dire qu'ils pourront de toute façon faire marcher. Alors après, il peut y avoir un couac. On peut être un jour où il fait un petit peu froid, on est mal coordonné, nos voisins européens sont à -10, -20. Et on peut avoir un petit couac. Mais théoriquement, RTE peut réquisitionner les moyens quand il le souhaite. Ok. Louis Dragnel, vous voulez poser une question à M. Villedieu ? Il y avait 2 petites choses qui me frappaient dans ce que vous disiez tout à l'heure. Le premier élément, c'est qu'il y a essentiellement des gens qui viennent du secteur public qui font grève. Il y a quand même assez peu de gens du secteur privé. Et je trouve qu'il y a encore... Il n'y a que le secteur public qui a la possibilité de faire ça sans avoir trop de problèmes. C'est un peu l'impression que ça donne. Ma question est volontairement un peu provocante. Le deuxième élément, c'est que vous disiez tout à l'heure, parmi les gens qui sont bloqués dans les trains, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui sont contre la réforme des retraites, mais il y a aussi des gens qui peuvent être contre la réforme des retraites et contre les blocages. Ces gens-là existent également, on est d'accord ? Oui, non, mais et le dernier élément, c'est que vous avez un pouvoir. Ici, personne ne remet en question le droit de grève. C'est un droit constitutionnel, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Mais il y a certains secteurs d'activité où vous travaillez, vous êtes cheminot, donc voilà, vous avez un pouvoir de blocage à très peu. Vous pouvez paralyser, bloquer tout le pays. Idem pour les énergéticiens. Vous êtes dans des secteurs stratégiques, les transports, l'énergie. Et donc, est-ce que vous mesurez quand même à quel point vous avez ce pouvoir d'imposer aussi au plus grand nombre des choses que les gens n'ont pas forcément choisi. Ils ont peut-être envie d'aller travailler le jour des grèves et ils sont fortement pénalisés par votre action et ils partagent absolument pas ce que vous défendez. Mais moi, je crois à la force du nombre. Voilà. La force du nombre, et cette grève, elle ne pourra marcher que si effectivement il y a des boîtes privées, y compris des petites boîtes privées, qui se mettent en grève. Parce que si c'est uniquement les cheminots ou les raffineurs, voilà, on va être montré du doigt en permanence, où on fera des reportages sur effectivement telle ou telle personne qui prendra pas son train. Et donc si c'est ça, on perdra. Par contre, si on a une grève avec un certain nombre de secteurs, y compris des gens qui se mettent pas toujours en grève. Et pour le coup, d'ailleurs, les raffineurs, ils ont été privatisés depuis que c'est plus Elf. Total, c'est complètement privé. Donc, c'est comme quoi, c'est pas qu'une question de public. Il y a des salariés du privé, et les raffineurs, ils l'ont montré. Les dockers, ils peuvent le montrer. Il y a plein de secteurs qui peuvent se mobiliser. Ils ont des statuts, mais ils ont arraché avec les dents. Les gens, ils se sont battus aussi pour avoir... Ils peuvent se permettre de faire la grève. Mais quelqu'un qui est dans une toute petite entreprise, s'il ne travaille pas, ça pénalise son entreprise. Il peut venir à une manifestation. Ils peuvent se mettre en grève une journée. Il peut soutenir. Il peut ne pas avoir son train, il peut ne pas avoir d'électricité peut mettre aussi. Sa petite pierre à l'édifice. Et franchement, il y a un autre édifice dans l'autre sens. En fait, il n'y a pas que votre édifice. Non, mais il y a aussi des gens qui sont favorables à la réforme des retraites.
Ils sont peut-être moins nombreux que vous dans l'opinion publique, mais ils existent. Nombreux, hein. Ils sont pas très nombreux. Non seulement ils sont pas très nombreux, mais ils sont de moins en moins nombreux. Parce que moi, alors, on m'a expliqué ça un jour sur un plateau télé. On m'a dit, ce qui est important, c'est pas le sondage, c'est la tendance du sondage. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que la mobilisation est de plus en plus populaire. En tout cas, la réforme l'est de moins en moins. Donc c'est ça qui est important. Puis on parlera du cas particulier des femmes. Nathan Devers, agrégé de philosophie, qui veut intervenir dans le débat. Une dimension qui est importante dans cette mobilisation, c'est qu'il devrait nous amener à nous questionner sur ce que c'est que la politique. Et tout à l'heure, quand vous disiez que vous défendiez pas vos intérêts personnels, ça allait en ce sens. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette réforme, en dehors du contenu même de la réforme, c'est la manière dont elle est présentée, c'est-à-dire comme une nécessité due à un déficit qui va advenir selon la rationalité économique, et donc comme la nécessité d'une adaptation. Et en fait, quand on réfléchit, le grand slogan de la Macronie, et d'ailleurs peut-être des gouvernements précédents, ça pourrait être « adaptons-nous ». Adaptons-nous aux circonstances, adaptons-nous à ce qui arrive, adaptons-nous aux rapports qu'on nous remet. En plus, leur lecture est équivoque parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites ne signifie pas nécessairement cela, mais même à supposer qu'il y ait des experts qui disent « il faut absolument faire cette réforme ». Eh bien, là, on a un politique qui pourrait être en fait une intelligence artificielle ou un algorithme et qui dit « je fais ce que je dois faire », comme s'il n'y avait plus de liberté. Et cette injonction à s'adapter, qui a été analysée par Barbara Stiegler, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est une affaire de liberté, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de projet. Et quand vous voyez que Emmanuel Macron a été réélu et que son grand projet pour la France, c'est cette réforme qui n'est pas très... D'abord, qui est une régression sociale, et puis qui n'est... Je veux dire, il faudrait qu'il y ait une vision politique, il faudrait qu'il y ait autre chose que uniquement estimer que la charge d'un homme politique, c'est d'écouter les experts et de faire ce que disent les experts. Sinon, ça sert à rien, encore une fois, d'être homme politique. On peut demander à des logiciels de s'en charger à notre place, ce serait très bien. Bon, Éric Revel, on a un autre usager qui soutient sauf que s'adapter précisément la contestation. À des contextes économiques ou à des situations financières, c'est le propre de quelqu'un qui fait de la politique. C'est ça, l'adaptation. S'il n'y a pas d'adaptabilité d'une politique économique ou d'une politique financière, vous avez des chances aussi d'aller dans le mur. Où je partage le point avec Nathan Devers quand même, c'est que je trouve que cette réforme, elle est extrêmement comptable et absolument pas dans l'analyse, encore une fois, de la société dans laquelle on veut aller, dans laquelle on veut travailler, quel est aujourd'hui le sens du travail. Tout ça, ça n'a pas été abordé. Alors, je dis pas que c'était le paquet cadeau qui permettait de faire passer la réforme, mais c'était, à mon sens, un préalable. C'est-à-dire, on voit bien que chez les jeunes aujourd'hui, le sens du travail a changé. On mesure à peu près à poids équivalent dans les sondages le fait pour quelqu'un de 25 ou de 30 ans de vouloir circonvenir à son bonheur ou de faire carrière professionnelle. Dans d'autres générations à laquelle j'appartiens, on avait envie de faire carrière professionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, le sens du travail a changé. On voit bien que la société a changé. On voit bien que les métiers de demain sont changés. Et ce qui me frappe, et j'arrête juste, ce qui me frappe, c'est que la gauche a longtemps porté un magistère politique. Et elle l'a perdu en partie. Mais en réalité, la droite et les libéraux avaient gagné le magistère économique. C'était Frédéric Hayek, c'était Milton Friedman. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec la fin de la mondialisation heureuse, qu'on nous avait vendue heureuse, avec le modèle chinois révélé par la crise Covid, en fait, le magistère est en train de passer d'un libéralisme assumé, à la Hayek ou à la Milton Friedman, à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans la tête des gens et des gens qui font de la politique, me semble-t-il. Un sujet qui est d'actualité, Fabien Villedieu, en ce moment, la gare de l'Est. Vous savez, le trafic est très fortement perturbé en raison d'un incendie sur des câbles. À l'instant, la SNCF dénonce un acte de sabotage. Un acte de sabotage, ça implique que ce soit quelqu'un de l'entreprise qui ait perpétré ce type de dégradation sur des câbles où, on le disait, il faut connaître l'endroit. Louis Dragnel, c'est ce que vous nous disiez. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire la SNCF sur ce sabotage ? Un acte de sabotage, ça ne veut pas forcément dire un cheminot. Hein, non, quelqu'un qui connaît le système, en tout cas. Je pense qu'il y a un peu de sous-entendu. Et pas de votre part, d'ailleurs. Non, pas de ma part, parce que moi, je voulais juste l'agence France Presse. Voilà, des actes de sabotage, il y en a régulièrement. Moi-même, je suis conducteur de train. J'ai pris des parpaings sur le pare-brise, balancé d'un pont. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a une enquête. Voilà, on verra ce que donnera l'enquête. Moi, j'espère juste que certains n'en tireront pas des conclusions trop vite sur un acte de sabotage qui serait fait par des cheminots. C'est la petite musique que vous entendez là ? J'entends un peu. Alors, personne ne l'assume vraiment, mais il y a vachement de sous-entendus. On tourne autour du pot. Non, moi, c'est pas inimaginable qu'un collègue cheminot, syndicaliste... C'est inimaginable. C'est je peux pas l'imaginer. Casser l'outil de travail, c'est pas notre tradition. Vous le condamnez très fermement. Vous. Mais oui, je condamne sans aucune... mais de toute façon, je n'irais même pas imaginer que ça puisse être un collègue. Voilà. Après, il y aura une enquête.
et on verra ce que dira l'enquête. Mais de toute façon, ce type d'action, c'est pas du tout dans notre tradition. C'est pas, c'est se tirer une balle dans le pied, en vrai. Oui, puis quel intérêt? Je veux dire, quel intérêt? Attention, bloquer le trafic pendant encore jusqu'à moi, je demain. trouve justement que l'outil de travail est de plus en plus dégradé, faute d'investissement, faute de dans le matériel, dans le réseau, pour me dire que c'est aberrant que des gens puissent le dégrader Pourquoi encore plus. il faut autant de temps pour que le trafic revienne à la normale? Expliquez-nous pourquoi. Ce sont les flux de trains, c'est la j'ai cru maintenance. comprendre que c'était des câbles un peu stratégiques, voilà, tout ça, et il y a de l'électrique là-dedans. Et donc tout ça ne se change pas en claquant des doigts. Mais moi, ce que j'aime bien dans la SNCF, c'est que c'est de la technique. Voilà. Et la technique, des fois, c'est un principe de réalité, c'est un peu comme l'énergie. Tout le monde dit l'énergie, quand il n'y a plus de pétrole, quand les centrales elles sont en difficulté, t'as difficulté de lumière, voilà. Ça nous remet un peu les pieds sur terre, voilà. Et les pieds sur terre, la technique, ça s'entretient, il faut du personnel, il faut voilà. On peut faire la comparaison, Nicolas Meillan, avec ce qui se passe dans les centrales, peut-être. Moi, non, mais ça me rappelle il y a eu un incident à la gare Montparnasse qui avait fait beaucoup plus de problèmes. Il y avait tout un transformateur qui avait sauté. Ouais. Oui, je pense que les gens parfois oublient. Moi, il y a un truc qui m'avait fait beaucoup de bien il y a 2 ans, c'est que j'avais une panne de courant chez moi pendant 3 jours. J'étais revenu à l'âge de pierre, ça m'avait fait du bien. Et maintenant, je profite chaque fois que j'ai l'électricité chez moi. D'accord, mais c'est bien, il faut en Tant que j'en ai. Louis Dragnel, un tout petit point sur l'enquête. Vous nous disiez, voilà, c'était une trappe, il fallait accéder à une trappe avec une clé, c'est ça, De ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il y a que des personnes qui savaient y accéder, qui sont parvenues à rentrer dans cet endroit qui était doublement protégé, un portail d'accès puis une trappe. Et effectivement, il n'y a aucune trace d'effraction qui a été constatée pour le moment. Là où je rejoins ce que vous disiez, ça peut être quelqu'un de la SNCF, mais ça peut aussi être, j'en sais rien, une société de nettoyage, un sous-traitant, quelqu'un qui peut avoir accès à cet endroit-là. Mais en tout cas, la personne qui a fait ça savait manifestement l'impact qu'allait provoquer cet incendie. Bon, écoutez, l'enquête évidemment est en cours et on espère savoir ce qui s'est passé, cet incendie donc qui impacte complètement le trafic de la gare de